hein, parce que, en fait, ce qu'on cherche finalement, c'est à apporter de la beauté, hein, en soi, puis autour de soi, c'est de vivre mieux, vivre bien. Puis ça, ben, travailler un jardin, ça demande un certain travail, hein, puis c'est un travail à long terme. La première année qu'on fait un jardin, il va être un peu moins productif que les années subséquentes. Hein, puis c'est la même chose avec le désencombrement. C'est un travail à faire en continu, même si on fait un gros travail de désencombrement à un certain point dans notre vie, mais après ça, ça va toujours continuer. On est toujours en changement. Hein. On a toujours avantage à se questionner sur qui on est rendu aujourd'hui. Donc, ce travail-là, il continue à faire de s'observer puis de voir qu'est-ce qui nous est utile aujourd'hui puis qu'est-ce qui ne sert plus. C'est vraiment un processus. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante, et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire, et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bel été, reposant et dans une destination de rêve, pourquoi pas. Je t'enregistre ça avant de partir en vacances et je t'avoue que celles-là vont faire du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pu partir aussi loin et que j'ai pas pu me rendre dans un festival. Et je suis super content de pouvoir enfin revoir des amis, de pouvoir retourner dans cet endroit qui est comme un terrain de jeu pour enfants, j'ai envie de dire. Je vais pouvoir faire du yoga, de la méditation, danser aussi, rencontrer des gens. Ça va être génial. Ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Et justement, je te parle du fait que je vais en festival et c'est marrant parce que on va en parler aussi dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, En fait, j'ai souvent plaisir à dire que je suis minimaliste, mais je suis pas vraiment sûr qu'on puisse dire que je le sois. En fait, je vagabonde tellement souvent, tel le saltimbanque que je suis, comme on me l'a déjà dit, euh, que je peux simplement pas m'attacher à trop d'objets. Je peux juste pas tous les porter dans mon sac à dos. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà essayé de prendre plein d'affaires. Quand j'habitais à Paris, par exemple, et que je faisais des allers-retours entre l'endroit où j'habitais et puis mon appartement, à chaque fois ma grand-mère me ramenait plein d'affaires, plein de plats aussi, et je me retrouvais avec un sac à dos, un gros sac, un autre gros sac, enfin même limite 3 sacs dans chaque main, plus un sac à dos derrière, un sac à dos devant. Imagine le bordel. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut faire des choix et il faut savoir quoi mettre dans son sac à dos, puisqu'en fait, on peut pas tout prendre tout simplement. Et en fait, l'une des expériences les plus transformatrices et les plus intenses de ma vie aura justement été de partir en sac à dos, en stop, et de découvrir le monde. Je fais moins de stop aujourd'hui, mais plus jeune, j'adorais ça. De pouvoir, c'était la liberté que j'aimais dans cette démarche. La liberté d'aller où on veut, de pas avoir à dépenser trop d'argent, puis aussi de rencontrer des gens.
je pars moins en stop, mais par contre, je pars encore en sac à dos. Quand justement, je vais en festival à l'étranger. Et puis, c'est ma façon d'être, évidemment. Et mon mode de vie fait que je vais à domicile donner des consultations, je vais à mon cabinet, je fais ça en ligne, je voyage assez souvent. Et c'est comme ça que je me sens bien. Du coup, j'ai dû apprendre à faire des choix, et à savoir ce qui était le plus nécessaire pour moi. Et c'est justement ce genre d'expérience qui nous invite à revenir à l'essentiel, à profiter du moment présent et à revoir nos priorités. Dans ce genre de voyage, on n'a simplement pas le temps de tergiverser. Et quand ton corps te parle ou te demande du repos, tu te dois de l'écouter si tu veux vraiment continuer. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est comme ça qu'on peut le voir. C'est pareil pour notre sac à dos, c'est pareil pour notre esprit. On n'est pas en sprint, on est dans un marathon. On a besoin de se poser et d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à écouter nos besoins. Si je te parle de ça, c'est aussi évidemment pour introduire notre invité d'aujourd'hui. Cet invité très spécial, avec une énergie totalement communicatrice et une sagesse sans pareille, nous vient tout droit du Québec. C'est d'ailleurs en tombant sur une entrevue qu'elle a donnée sur les mini-maisons, ou les tiny houses, que j'ai découvert son univers. Pour elle aussi, ce qui est marrant, c'est après avoir connecté à l'essentiel et goûté à la simplicité lors d'un long voyage en sac à dos, que le minimalisme est devenu pour elle un art de vivre qui apporte la tranquillité d'esprit, la légèreté et la joie. Après plus de 10 ans d'enseignement en yoga, Élise Vigneault, notre invitée, a choisi d'accompagner les gens à faire de la place, non seulement dans leur corps et dans leur esprit, mais aussi dans leur maison. Comme elle le dit si bien, lâcher prise sur ce qui ne répond plus à nos besoins est totalement libérateur. Elle en a fait sa mission de vie, créer de l'espace en soi, chez soi, pour valoriser ce qui compte vraiment pour soi. Aujourd'hui, on va donc discuter tout particulièrement de ce que ça veut dire réellement faire de l'espace dans son chez-soi, dans son être, dans son espace et dans son cœur. Plus que de faire le ménage et de parler d'hygiène, d'avoir de l'hygiène, prendre soin de son espace, c'est aussi prendre soin de soi. C'est avec plus d'une corde à son arc qu'Élise nous invite à faire de la place dans nos vies pour laisser tous nos désirs prendre la place et s'installer dans nos quotidiens. Après des années passées à être prof de yoga au Québec et au Mexique, à proposer des retraites de yoga, Élise a continué sa carrière en tant qu'artiste et consultante en aménagement d'appartements. Toutes ces différentes expériences professionnelles lui auront appris quelque chose de différent, y compris son passage en pharmacie, puisque c'est là où elle a appris la méthode Kaizen, dont elle va nous parler notamment aujourd'hui. Maintenant, à travers son entreprise Une chose à la fois, elle cultive toujours, entre autres, le yoga dans sa vie et celle de ses clients, et d'une façon beaucoup plus profonde et efficace que ce que tu pourrais penser. Le yoga, c'est pas seulement un enchaînement de postures sur un tapis, mais bien un art de vivre. Et ça aussi, on va en parler. J'ai adoré notre conversation. Elle était pleine de sagesse et de vérité. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai dû me poser pour absorber ce que Élise me disait et pouvoir continuer l'épisode et lui poser d'autres questions. Élise nous donne très simplement et de façon très juste les clés vers plus de bien-être et de simplicité. Sans plus attendre, accueillons Élise Vigneault. Bonjour Élise, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis super content de t'avoir avec nous. Écoute, alors pour commencer, j'aimerais te poser une première question et cette question, c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? C'est une excellente question. On a toujours, ça m'intrigue toujours de voir ce que je peux répondre à ça. Est-ce que c'est un petit cadeau, un grand cadeau? J'aime beaucoup choisir les petits cadeaux, puis j'aurais tendance à répondre aujourd'hui que c'est pas un don, mais bien un prêt que la vie m'a offert. Je garde présentement un petit chien. Les propriétaires sont en vacances. Et là, j'ai l'opportunité d'avoir cette petite boule d'amour à tous les jours qui est toujours prête à recevoir un câlin. Donc ça, c'est un beau cadeau que la vie m'a prêté. Ouais, je suis bien d'accord. Et il nous donne plein d'amour, comme tu dis, ça fait du bien de pouvoir leur en donner aussi. Oui.
Et bien, écoute, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Une chose à la fois. Tu peux nous expliquer comment t'en es amené à donner vie à cette entreprise? Oui, en fait, ça faisait plusieurs années que je cherchais à fusionner mes différents chapeaux que j'avais choisis au fil des années, hein. Je parle ici de mon profil de designer. J'ai fait des études universitaires en design de l'environnement qui touchent l'architecture, l'urbanisme, le mobilier. Mon chapeau aussi de professeur de yoga et un autre chapeau de nomade, je dirais, hein. Pendant quelques années, j'ai partagé ma vie entre le Québec et le Mexique là, à chaque année. Cool. Donc, qui m'a mené finalement vers le minimalisme. Donc, ça, c'est mes 3 chapeaux que je cherchais à fusionner, mais je ne savais pas trop comment y arriver. Puis, à l'automne 2020, en pleine deuxième vague de pandémie, la propriétaire du studio de yoga où j'enseigne me demande si j'ai envie de m'impliquer dans son événement qui s'appelait Faisons de novembre le mois du bien-être, hein. L'idée, c'était de mettre un baume au cœur des gens dans cette période un peu plus anxiogène, puis aussi rajouter à la dépression saisonnière qui commence au mois de novembre. Donc, ça, c'était un appel qui m'a vraiment interpellée, finalement. Mm-hmm. Et la réponse en dedans de moi était oui, mais je ne savais pas trop comment j'allais participer à cet événement-là. Et puis, je savais que je voulais écrire un article de blog et je cherchais de quelle façon. Je savais que ça n'allait pas être juste sur des postures de yoga. Puis, pendant que j'enseignais un cours de yoga cette semaine-là, j'abordais un thème philosophique là, du yoga. Et là, j'ai eu un flash. Je parlais de Saucha, qui est un concept là, qui parle de pureté du corps, du mental. Et là, c'était une éclair de génie pour moi de dire, ah oui, ben j'ai envie aussi de parler de l'importance de la pureté dans notre maison. Là, j'ai eu des papillons dans le ventre. J'ai dit, OK, je suis prête, après 10 ans d'enseigner, à faire de la place dans le corps, hein, dans mes élèves. Puis dans l'esprit, finalement, j'étais prête à faire un accompagnement aussi pour créer de la place dans la maison. Hein, prendre soin de la maison aussi, dans l'idée de prendre soin de soi. Hein, donc, un peu dans l'esprit de un esprit sain dans un corps sain, mais j'avais envie de rajouter dans une maison saine. Super, ça marche. Donc, l'idée de tout ça, c'était vraiment d'apaiser le système nerveux, mais pas juste par le yoga, mais aussi par l'organisation, le désencombrement. Ouais, on ne se rend pas compte à quel point c'est important justement d'être simple, en fait, comme tu le dis bien, quoi. Oui, puis le corps, tu sais, le yoga puis la méditation m'a enseigné hein, que le corps, c'est un refuge, hein, c'est un espace sécuritaire. Puis pour moi, mais quand on a commencé à développer ça comme pratique dans notre vie, ben, de se rendre compte que notre maison aussi, c'est un refuge puis un lieu sécuritaire, puis que ça aussi, il faut en prendre soin si on veut que notre système nerveux, il tienne le coup dans nos rythmes de vie assez rapides. Hein. Ouais, je résonne totalement avec ce que tu dis. Puis j'aime beaucoup le fait que tu aies voyagé autant. Je pense que moi aussi, c'est ce qui m'a aidé à me rendre compte que c'est important de faire une chose à la fois. Est-ce que c'est notamment pour ça que tu as appelé ton entreprise Une chose à la fois ou... En fait, ça veut tellement dire plein de choses pour moi, une chose à la fois. Hein. Encore une fois, c'est inspiré beaucoup du yoga puis de la méditation hein, qui m'ont appris à être une respiration à la fois plutôt qu'à faire. Donc, il y avait cet aspect-là. L'importance, hein, promouvoir un peu les bienfaits de ralentir, de se déposer pour apaiser notre système nerveux qui est sans cesse sollicité, surchargé, hein, puis se connecter à l'essentiel à soi. Donc, une chose à la fois, c'est vraiment un appel à ralentir, à faire de la place dans notre vie pour prendre le temps. C'est aussi un mantra hein, que moi-même, je me rappelle au quotidien, encore plus depuis que je suis entrepreneur, hein, quand on se sent submergé, dépassé, ben, de penser une chose à la fois, c'est comme apaisant. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui va être aussi important quand on fait le processus d'organisation puis de désencombrement. Hein, ça vient, le bordel assez rapidement, le chaos. Donc, d'y aller une chose à la fois, un espace à la fois. Donc, c'est une méthode, finalement, pour arriver à un résultat sans se sentir dépassé. Au-delà de ça, c'est une invitation à se sortir de la société de performance dans laquelle on vit, hein, d'arrêter le multitâche. C'est une invitation à se questionner sur nos habitudes, pourquoi on surcharge autant nos vies. Hein, on étourdi avec plein d'activités, plein de biens matériels. Mais pourquoi?
Hein? Est-ce qu'on peut prendre le temps de se poser la question, hein, de réfléchir à ce qu'on veut choisir, hein? Parce qu'on est constamment sollicité, on choisit pas beaucoup, en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'on choisit pas beaucoup dans l'ère dans laquelle on est sollicité, surchargé, donc de prendre le temps de se demander qui je suis, hein, qu'est-ce que je veux moi, est-ce que je travaille trop, est-ce que j'ai trop d'activités, est-ce que j'ai des gens qui me tirent vers le bas au lieu de m'élever, hein? Est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que je fais ce que j'aime? Donc, c'est toutes des questions pour moi qui découlent d'une chose à la fois, qui amènent à vraiment se connecter à la lenteur, se connecter à l'essentiel, se connecter à la simplicité pour voir la beauté dans les choses de la vie. Donc, c'est tout ça que derrière ces quelques mots. Génial, ça, ouais, j'adore. C'est tellement essentiel, je trouve. Et tu l'as très bien dit. Je pense que même si on peut penser à des gens qui sont avancés, même ces gens-là, ils vont avoir besoin de se rappeler quotidiennement de se revenir à une chose à la fois, à une seule respiration, à une seule être. On est une seule personne, donc on peut pas tout faire ensemble et se revenir aussi au présent, et etc., quoi. Voilà. Est-ce que tu te considères du coup comme minimaliste? Hmm. Je pense que je coche beaucoup de cases qui pourraient me définir comme une minimaliste, même s'il n'y a Ouais. pas de cases à cocher. Puis même au contraire, je pense que être minimaliste, c'est un peu sortir du cadre. Ouais. Mais bon, si on parle de cases à cocher, je pense que la plus grande que je coche en ce moment dans ma vie, c'est le fait d'habiter dans une mini-maison avec deux Mhm. autres humains, hein. Je vis dans une maison de 13 pieds par 19 pieds, donc en mètres, 4 mètres par 6 mètres environ. OK. Ah ouais. Donc, c'est sûr que j'ai un rythme de vie très, très minimal. Ouais. Mais en fait, c'est quoi le minimalisme? Tu sais? C'est Bonne question. une bonne question, hein? Puis, au départ, le minimalisme, c'est un courant d'art contemporain qui date des années 60. C'est OK. vraiment relié à l'art. Hein? C'était fondé sur la réduction des éléments, l'utilisation de formes simples et épurées. Donc, mais mis à part ça, le minimalisme, c'est aussi une philosophie, hein, qui invite à réduire, épurer, limiter autant ses possessions, sa consommation, hein, pour simplifier finalement. Donc, on pourrait parler plus d'un mode de vie qui va aider à trouver la satisfaction personnelle autrement que par la possession de biens matériels. Donc, être minimaliste, c'est quoi? Ben, je pense que c'est finalement pratiquer un art de vivre qui vise à réduire sa consommation des ressources, hein, les ressources autant notre temps, notre argent, notre énergie, les ressources naturelles. Puis ça, c'est dans le but d'améliorer son bien-être, puis celui des autres. Hein. Donc, c'est vraiment une réduction dans le but d'avoir un gain, hein, un gain de Ouais. ressources. Donc, même chose, un gain de temps, un gain d'argent, un gain d'énergie. Donc, c'est vraiment pour augmenter sa qualité de vie à long terme, pour avoir un art de vivre durable. Donc, être minimaliste, c'est quoi? C'est favoriser l'être plutôt que l'avoir, peut-être. Hein. OK. C'est de Ouais. vivre pour vivre, hein, pas Mm. vivre pour consommer ou travailler. C'est vivre pour se réaliser. C'est ça. On a l'impression qu'on amasse des choses et en fait, on a besoin simplement d'être, comme tu le dis. Et j'aime beaucoup je savais pas que ça venait d'un courant artistique. Et au final, si on va encore plus loin, ben, l'art de vivre, c'est un art au final. Et voilà. Et voilà. Donc, il faut choisir. Il y a plusieurs formes d'art de vivre aussi. Mm. Puis moi, ça, c'est un art de vivre qui m'a parlé personnellement. Mais Mm. il y a plusieurs sortes, mais c'en est un. Ouais, OK. Et pendant qu'on préparait notre échange aujourd'hui, tu m'expliquais que tu as beaucoup appris de ton expérience en pharmacie. Et c'est là où tu as appris la méthode Kaizen. Tu peux nous expliquer ce que c'est que cette méthode? C'est intéressant parce que la méthode Kaizen, quand je travaillais, j'étais assistante technique en pharmacie, donc j'aidais les pharmaciens à préparer les prescriptions. Et le peu que je connaissais de cette méthode-là, c'était seulement l'organisation du poste de travail. On était une très grosse équipe où je travaillais à Montréal. Puis, tous nos outils de travail, on parle ici de la calculatrice, du compte pilule, tout ça était déterminé sur notre espace de travail, était délimité par un collant sur le comptoir. Il y avait une étiquette pour nommer chaque chose. Donc, chaque chose avait sa place. Donc, moi, c'est ce que je connaissais de la méthode Kaizen. Bon, on m'avait pas tout expliqué d'où ça provenait, mais bon.
Puis en faisant mes recherches avec le temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai découvert que la méthode Kaizen, c'est une méthode japonaise. Ça, c'est une contraction entre deux mots, entre Kai, changement, Zen, meilleur. Donc, c'est une méthode qui vise à améliorer la productivité, finalement, à améliorer les espaces de travail, mais c'est une méthode qui privilégie aussi la lenteur. Donc, moi, ça me fait sourire parce que déjà, il y a beaucoup d'années, je m'en allais vers la lenteur sans même le savoir avec cette méthode-là. Donc, c'est vraiment une méthode qui privilégie de faire des petits changements au quotidien pour avancer lentement, mais sûrement. Ok, super. Et tu viens de dire chaque chose à sa place, mais est-ce que tu crois que c'est aussi valable pour nos émotions ou en tout cas la place qu'on se donne dans la société? Tout à fait, tout à fait. Quand on parle des émotions, chaque émotion est valable, chaque émotion est importante à reconnaître. C'est plutôt la gestion qu'on va faire de cette émotion-là qui peut devenir problématique. Si je suis triste, c'est OK, je peux le nommer. Une fois que je le nomme, c'est à moi de trouver une façon de ne pas me laisser enliser par la tristesse. Puis c'est pareil pour les objets. Je réalise que je suis attachée à un objet, c'est une chose. Mais choisir de lui garder une place dans ma vie, c'en est une autre. Si je prends par exemple le set de vaisselle que ma grand-mère pourrait m'avoir légué, est-ce que cet objet-là mérite sa place si je ne l'utilise pas? Est-ce que je mérite d'avoir une plus grande maison pour m'encombrer de cet objet-là que je n'utilise pas? C'est des questions à se poser. Donc, si chaque chose a été réfléchie, a été questionnée, après ça, on peut se positionner puis on peut se rapprocher un peu plus de qui on est. Même chose avec les émotions, selon moi. Ouais. Et puis si on a trop d'objets, ils n'ont plus leur place puisque ça déborde. Donc forcément, on se rend compte facilement que... Et pareil pour les émotions, ça déborde aussi. Et voilà. Et c'est aussi une chose à la fois, dans un sens où je vais vivre mon émotion une chose à la fois. Elle va vivre et après, elle pourra laisser de la place à autre chose. Voilà, exactement. On fait de la place. C'est ça l'idée avec les objets. Si on fait juste faire entrer des objets dans nos maisons, puis qu'on ne fait pas aussi l'effort d'en faire sortir, à un moment donné, on devient surchargé. Je fais souvent un parallèle avec la respiration. Le corps est heureux quand on équilibre relativement l'inspiration et l'expiration. Si on entre des objets, donc si on fait juste inspirer, à un moment donné, le corps il devient bloqué. Il peut plus être confortable. Donc, c'est la même chose au niveau de la maison. Justement, tu parlais d'équilibre et en Ayurveda, on parle principalement de ça, d'équilibre, d'harmonie. Et on dit que pour vivre pleinement, il est préférable de vivre en équilibre dans tous les pans de notre vie. Donc, c'est un peu, et même beaucoup, ce que j'entends dans ce que tu me dis. Si on remet les choses à leur place, on fait aussi de la place pour d'autres choses. C'est ce qu'on vient de dire, en fait. Et quand ça déborde, forcément, le corps, il n'arrive plus à suivre. On parle aussi de modération. C'est une notion qui peut être reliée. Tout peut être mauvais si c'est consommé en excès. Donc tout peut être mauvais si on consommé en excès comme un produit, mais aussi comme plein de choses, les émotions aussi, et plein de choses comme ça, quoi. Oui, vraiment. Puis, en fait, même l'organisation puis le désencombrement dans l'excès, ça aussi, ça peut même nuire. Si on fait juste désencombrer puis qu'on a de la difficulté à garder des objets, ça peut être dans l'extrême. Donc là, on va avoir de la difficulté peut-être à répondre à nos besoins. On va peut-être même avoir de la difficulté à s'enraciner parce qu'on a tous besoin d'un certain ancrage. Donc, même chose au niveau de l'organisation. Si c'est dans l'excès, surtout si on partage notre milieu de vie avec quelqu'un, ça peut devenir une source de conflit. Peut-être que mon conjoint ou ma conjointe n'a pas les mêmes barèmes d'organisation que moi. Donc, tout est question de modération. Très, très juste ce que tu dis. Ouais, c'est très juste ce que tu dis dans la façon aussi de partager les choses. Si je réprime des émotions, si j'ai pas envie de laisser la place à des émotions, forcément, je vais pas être bien et ça va se mélanger avec les émotions de l'autre. Je sais pas exactement où est-ce que je veux aller en disant ça comme ça, mais ouais. Mais on s'encombre, en fait. Moi, ça me donne l'image. Souvent, quand je travaille avec des clients qui vivent de l'encombrement physique par les objets,
je le vois comme une forme de procrastination. Puis c'est un peu la même chose au niveau des émotions. Si on procrastine à reconnaître nos émotions, à un moment donné, ça s'accumule. Ouais. Donc, l'encombrement matériel, c'est une forme de procrastination parce qu'on ne veut pas prendre la décision à savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là une fois qu'on a terminé de l'utiliser. Donc, au lieu de se poser la question, hop, on met ça au placard, on met ça au sous-sol, on se posera la question plus tard. Là, c'est là, on en parlait un peu tantôt, ça prend de la place un peu partout. Hein. Le placard devient plein ou on remplit un tiroir. Là, le tiroir devient plein, on remplit la surface de la table. La surface de la table devient pleine, on remplit le plancher. Et là, hein, ça fait boule de neige comme ça. Donc, ça nous empêche vraiment de voir clairement qui on est vraiment, finalement, parce que là, on devient juste... Ça devient naturel d'être encombré. Même chose avec les émotions, ça devient un mode de vie d'être en réaction par rapport à nos émotions au lieu de les accueillir. Ouais. Je lisais des choses sur le minimalisme et j'aimais bien l'image de si on a trop de fourchettes à choisir, du coup on va se demander mais celle-là je l'aime bien, celle-là aussi je l'aime bien, mais laquelle est-ce que je vais choisir? Alors que si j'en ai qu'une seule, eh ben, je m'évite tout ce remue-ménage à l'intérieur de moi, de mes émotions, et je me dis, bah, hop, je choisis celle-là et je gagne le temps que j'aurais perdu si j'avais passé mon temps à choisir entre ces 10 000 fourchettes que j'ai. Ah oui, puis ça, c'est vraiment un point fort dans ce que je veux exprimer dans mon travail. Je parlais d'apaisement du système nerveux par le yoga, mais c'est la même chose au niveau de l'organisation. Quand chaque chose a sa place, puis il y a une place définie, là, on parlait d'avoir plusieurs fourchettes, mais on peut aussi parler d'avoir une place, un lieu dans la maison où ranger ces fourchettes-là Ouais. ou autres objets. Si on connaît la place où ça va, c'est apaisant pour le cerveau de ne pas avoir à réfléchir où je dois mettre cette chose-là. Ça va là. Donc, ça se fait rapidement, en quelques secondes, c'est rangé. Puis là, ben, on a du temps pour faire autre chose de plus important que de chercher puis de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on retrouve son équilibre plus facilement et son harmonie dans son être. Oui. Tu me partageais aussi que tu te basais toute ton activité sur une philosophie toute particulière du yoga, la philosophie Socha tirée des niyamas. Tu peux nous expliquer ce que veut dire tout ça, les niyamas et la philosophie Socha, si je le prononce bien? Oui, Socha. Okay. En fait, j'entrerai peut-être pas dans l'explication de tous les éléments aujourd'hui. C'est quand même, ça peut être c'est un gros sujet. Ouais. Mais le yoga se base sur 8 branches. On a les yamas, qui sont des règles sociales, des règles de vie sociale. On a les niyamas, qui sont des règles de vie morales, plus personnelles. On a les asanas, qui sont les postures de yoga. On a les pranayamas, qui sont les techniques de respiration. On a pratyahara, qui est finalement le détachement des sens. On a dharana, qui est la concentration. On a dhyana, qui est la méditation. Puis on a samadhi, qui est la conscience. Donc, dans ces 8 branches, je l'ai nommé, il y a les niyamas, qui sont les règles de vie plus personnelles, plus morales. Et là, on va parler de propreté, de saucha, justement. On va parler de contentement, on va parler de discipline, on va parler d'étude de soi, de dévotion, de lâcher prise. Donc, Saucha, qui est un de ces niyamas-là, traite de la propreté, de la pureté, autant physique que mentale. Donc, autant au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, que de nos pensées négatives ou toxiques, ou de nos distractions, nos sources de stress, nos sources de fatigue, finalement. Donc, on va parler d'une propreté autant intérieure qu'extérieure, donc autant dans le corps, dans le mental, que finalement dans l'environnement. C'est pour ça que c'est là où j'ai eu vraiment une connexion forte avec ce niyamas-là, d'aller prendre soin autant de soi que de son environnement, finalement, pour avoir une vie plus saine. Ouais, c'est super intéressant et je pense qu'on ne se rend pas assez compte que le yoga, c'est aussi cette philosophie-là. Et ce qui est intéressant, c'est ça vient certainement d'une forme j'aime pas ce mot-là, mais de religion, dans le sens où c'est une religion à soi plutôt, mais ça se détache justement de toutes les règles qu'il peut y avoir. C'est ça, la règle, elle est à l'intérieur de soi et
C'est quand on trouve l'apaisement qu'on est dans le vrai. Et c'est ce que ça véhicule, tout ce que tu dis, quoi. Oui, c'est vraiment une forme de spiritualité, Oui, c'est finalement. ça. Ouais. Puis il y a tellement des beaux concepts. Et là, je vous ai parlé des niyamas, mais au niveau des règles sociales, les yamas, la non-violence, Mm. c'est un terme bien présent. La non-violence avec soi, avec les autres, avec la nature. Ne pas voler, hein, prendre juste ce qui est nécessaire, juste qui nous fait du bien, Ouais. finalement. Pas convoiter l'inutile. L'honnêteté, être honnête envers soi-même. Euh, Puis le contrôle de notre énergie. Donc, tout ça sont des concepts qui nous aident à juste finalement donner un sens à notre vie, puis donner un sens à soi-même. Mm. Ouais, tout à fait. Bah, tu le sais bien, ça résonne beaucoup, beaucoup ce que tu dis. Ce que tu dis, l'Ayurveda, le yoga, ça fait partie de l'Ayurveda et tout ça, ça Mhm. m'a aidé à rassembler en fait tout ce en quoi je crois, en la spiritualité en grande partie. Je dis souvent d'ailleurs que la magie existe parce que, ben ouais, j'en suis intimement convaincu. Ce qu'on peut trouver, c'est dans cette petite chose-là, dès qu'on commence à débloquer ces choses-là et ces croyances et qu'on arrive à les vivre, que la magie, elle arrive je trouve, à se être autour de nous, quoi. Donc ça veut aussi dire, ça veut pas dire que tout va nous tomber dessus, mais quand même, quand on arrive à être connecté à soi, on est bien. Et c'est là où la magie existe, quoi. C'est l'histoire aussi de toute une vie, hein, de toute façon, mais on faut prendre soin de soi un peu comme on cultive un jardin, par exemple. Oui, j'adore l'analogie avec le jardin, hein, parce que, en fait, ce qu'on cherche finalement, c'est à apporter de la beauté, hein, en soi, puis autour de soi, c'est de vivre mieux, vivre bien. Puis ça, ben, travailler un jardin, ça demande un certain travail, hein, puis c'est un travail à long terme. La première année qu'on fait un jardin, il va être un peu moins productif que les années subséquentes. Hein, puis c'est la même chose avec le désencombrement. C'est un travail à faire en continu, même si on fait un gros travail de désencombrement à un certain point dans notre vie, mais après ça, ça va toujours continuer. On est toujours en changement, hein. On a toujours avantage à se questionner sur qui on est rendu aujourd'hui. Donc, ce travail-là, il est en continu à faire, de s'observer puis de voir qu'est-ce qui nous est utile aujourd'hui puis qu'est-ce qui ne sert plus. C'est vraiment un processus évolutif, hein. On pourrait penser à mieux qu'hier, mais moins que demain. On veut toujours chercher à s'améliorer finalement. Mm. Ouais, mais tu parlais de notion de travail et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai beaucoup de consultants qui me disent ne pas vouloir faire ce travail, ou en tout cas, le mot travail, pour eux, ça va être synonyme d'effort continuel et de devoir suer, de devoir toujours faire attention à ses faits et gestes, en fait. Et ce qu'ils veulent, c'est lâcher prise et se laisser guider par leurs émotions, ce qui est une bonne chose. Mais, pourtant, qu'est-ce que tu leur répondrais, en fait? En fait, c'est vrai que le mot travail est peut-être un peu péjoratif, hein, mais Mhm. ce travail-là, il est tellement libérateur. Il est libérateur parce que une fois qu'on trouve des réponses, on trouve une certaine satisfaction. Hein, puis moi, j'ai appris ça beaucoup avec un accessoire de yoga avec lequel je travaille, euh, qui provoque un peu d'inconfort, hein. Ça vient faire, ça s'appelle une back mitra, là, juste pour vous mettre en contexte, puis ça fait une ouverture de la cage thoracique qui, les premières fois, c'est très inconfortable. Puis d'apprendre à accepter cet inconfort-là, au début, c'est plus difficile, mais avec le temps, cet inconfort-là se transforme en confort, puis en bien-être, puis en sécurité. Donc, l'aspect sécurité, je pense qu'il est très important aussi. C'est un travail de déconstruire certaines choses, autant dans le corps physique que certaines pensées, certaines croyances. Mais une fois que ce travail-là, puis là, je le mets en guillemets, Mhm. une fois que ce travail-là est fait, euh, ben, devient plus fluide, puis tout devient plus facile ou de moins plus conscient par la suite. Puis, je reviens un petit peu à ce qu'on a parlé auparavant, quand chaque chose a sa place, on a fait le travail de déterminer une chose, une place pour chaque chose, mais une fois que c'est fait, par exemple, ah, là, il y a un apaisement, on respire, on se dépose, puis, comme je disais tantôt, il y a une satisfaction
une aisance qui s'installe. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous là pour apprendre, pour évoluer. Et de toute façon, et si on n'évolue pas, si on ne fait pas le travail qui est là, on restera dans les mêmes choses qu'on connaît et forcément, on ne pourra pas évoluer. Parce que si on laisse les choses à leur place à l'intérieur de nous et qu'on est dans ce mal-être et qu'on n'a pas envie d'évoluer, on ne pourra pas laisser la place à de nouvelles choses, au final. Exactement. Puis je dis souvent dans l'organisation résidentielle que quand on bouge les choses tout à coup se mettent à bouger. Hein, ça arrive même de bouger l'environnement physique, la maison, mais quand on a fait du ménage là-dedans, un peu comme par magie, hein, tu parlais de magie tantôt, c'est pas magique, mais Ouais. ce travail-là, après ça, peut se transposer dans notre qualité de vie ailleurs. Là, il y a de la place pour vivre des nouvelles expériences, peut-être se réaliser autrement au travail. Là, il y a un impact vraiment plus grand, à plus grande échelle. Ouais. Puis si je fais de la place pour quelque chose, j'ai aussi plus la conscience et ma vision qui est ouverte, donc je suis plus à même pour accueillir les choses. Oui, puis dans nos horaires trop chargés, si on revient à nos horaires, si j'ai un horaire qui est très, 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 très serré, mais que je suis fatiguée puis j'ai besoin de me déposer, comment je fais? J'ai pas de Ouais. place dans mon horaire, hein, donc faire de la place, c'est pas juste dans notre maison, c'est aussi dans notre horaire parfois pour justement se déposer puis se questionner puis se connecter à ce qui est important pour nous. Ouais. Ouais, se connecter à ce qui est important pour nous. Des fois, il y a une misconception, je pense, où on veut justement, c'est ce que me disent mes consultants, ou ce qu'ils veulent se connecter à leurs émotions, mais à trop se laisser diriger par ses émotions. En fait, c'est pas ces émotions qu'on écoute, mais plutôt ses pulsions. Donc, il y a une distinction à faire ici, à savoir à être aligné en fait avec ses désirs, tout simplement. Oui, puis même, j'allais parler justement de désir, ça me faisait penser à ça. Quand tu parles de pulsion, je pense que on peut faire un lien aussi à la distinction entre les besoins et les désirs. Euh, Si on ne fait que répondre à nos désirs hein, dans la pulsion, moi, en tout cas, j'amène une différence entre le besoin et le désir ici. Mhm. Si je fais juste répondre à mes désirs, de fortes chances que je ne sois jamais vraiment satisfaite. Hein, parce que je cours un peu après mes désirs. Tandis que si je fais la distinction entre mes besoins et mes désirs, puis que je réponds un peu plus aux besoins derrière le désir, là, la satisfaction profonde risque de s'installer. Je peux donner un exemple ici. Si je parle, mettons, d'une maison, hein, peut-être que mon besoin, c'est d'être en sécurité. Hein, mais peut-être que mon désir, c'est de vivre dans une grande maison. Si je fais juste répondre à mes désirs, plutôt que de répondre à mon besoin de sécurité, hein, ça m'amène peut-être dans un excès qui n'est pas nécessaire. Mhm. Est-ce que ça veut dire de ne plus avoir de désir ou plus avoir de pulsion? Non. Hein, ça veut juste dire d'être plus en conscience puis être en mesure de faire la part des choses. Donc, être un peu moins dans la réaction puis un peu plus dans l'observation. Mhm. Ouais. Et justement, tu parlais de pulsion et de ce besoin de consommer. C'est peut-être certainement de là que vient aussi la société de consommation, où on appelle tous nos désirs et si on répond à nos désirs, on répond plus à nos besoins. Donc, on va acheter, acheter, acheter et encombrer encore une fois. Exactement. Et selon toi, pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à nos objets? La grande question. Mhm. Euh, Selon moi, l'attachement aux objets est créé par des peurs en lien avec la valeur. Il y a deux niveaux un peu à ça, là. Euh, la valeur, on a la croyance hein, que les objets nous apportent de la valeur, donc de la valeur à nos yeux, puis on le souhaite aussi de la valeur aux yeux des autres. Hein, donc, il y a une valeur culturelle. Hein, donc, la société me dit que je vais être heureuse, puis je vais avoir réussi si j'ai beaucoup de biens matériels. Ensuite, on a la valeur monétaire. Hein, ça m'a coûté X argent. Donc, si je m'en départis, je vais perdre X argent. Donc là, il y a vraiment une valeur monétaire. Parfois, il y a une valeur émotionnelle. Hein, ça me rappelle telle personne. C'est mon premier telle chose. Hein, donc, il y a vraiment une valeur émotionnelle, parfois même temporelle. Hein, ça fait longtemps que je l'ai.
Peut-être que je pourrais en avoir besoin dans le futur. Hein. Puis là, ben, ça a effectivement aussi une valeur utilitaire. Hein. J'en ai besoin. Peut-être que j'en aurais besoin. C'est encore bon. Ça pourrait encore servir. Hein. Donc, tout ça, c'est en lien avec la valeur. Ça nous crée de l'attachement. Mais au-delà de la valeur qu'on lui apporte, c'est aussi créé par des peurs. Hein. Peur de regretter, peur de se tromper, peur de souffrir, peur de gaspiller. Ça peut être peur de manquer, principalement, même, je dirais, la peur du vide, la peur de l'inconnu. Hein, donc, d'accumuler des choses, ça nous sécurise. Puis ces peurs-là, bien, souvent, la source de ces peurs-là sont des blessures de l'âme ou des besoins insatisfaits finalement. On peut parler de besoin de reconnaissance, hein, c'est ce qu'on faisait un lien peut-être tantôt avec la valeur. Besoin de confiance en soi, besoin d'appartenance, besoin de sécurité, on l'a nommé tantôt. Hein, donc, ce sont tous des besoins finalement qu'on va faussement combler d'une certaine façon avec des objets. Hein. Ce sont des promesses éphémères de bonheur, les objets. Puis ben, ces peurs-là, voilà, ils nous incitent à consommer plus, à pas utiliser certaines choses pour les garder plus longtemps, puis à accumuler, juste pour se sécuriser finalement. Ouais, je repense à ce que tu viens de dire sur le fait qu'on veut que ça ait de la valeur aux yeux des autres. C'est vrai que c'est une grande partie, on ne s'en rend pas forcément compte au premier abord, mais c'est une grande partie de regarder, j'ai ça, ça veut dire que j'ai réussi, et c'est aussi ce qu'on nous inculque en fait, ce qu'on nous inculque limite à l'école, j'ai envie de dire, puisque c'est aussi là où les enfants qui ont moins de matériel ou un téléphone qui est moins beau que l'enfant d'à côté, il va se sentir mal. Donc, enfin, ouais, c'est. Ouais, vraiment. Puis moi, c'est ce que m'a appris beaucoup mes voyages au Mexique. Le Mexique a pour moi été un grand maître dans cette réalisation-là qu'on n'a pas besoin de performer pour être heureux dans la vie. Quand j'ai pris contact avec la culture mexicaine, de voir que ces gens-là étaient heureux avec pas grand-chose, puis que tout était dans la lenteur, puis c'était pas de pression, puis là, ça m'a tellement apaisé de me sortir de cette société-là qui de ça, puis de vouloir être satisfait autrement dans la vie. Pour moi, ça, c'est très précieux comme prise de conscience. Totalement. Oui, et puis au-delà de s'encombrer d'objets, on s'encombre aussi de futilité. Tu le disais très très bien. Ces choses-là, d'ailleurs, elles n'ont pas vraiment l'air d'être des futilités quand on a le nez collé dessus, mais on peut les appeler comme ça, tu crois pas? Ah oui, tout à fait. C'est là où c'est important de prendre du recul, hein, que ce soit autant par rapport aux objets qu'aux émotions. Hein, c'est vraiment de se mettre dans le rôle de l'observateur, puis de voir est-ce que ça nous correspond. Je pense beaucoup aussi à ce que notre éducation nous a légué, autant nos parents que l'école. Est-ce que ça nous sert vraiment? Est-ce que ça m'appartient comme croyance? C'est comme ça qu'on fonctionne, mais de recul, puis de se questionner, est-ce que ça me correspond? Ben, ça peut changer complètement le parcours. Totalement, totalement. Puis on peut aller encore même plus loin parce que nos ordinateurs nous donnent aussi l'occasion d'entasser des tonnes et des tonnes de fichiers. Donc on parle d'émotions, mais quand on regarde nos ordinateurs, moi c'est vrai, même moi aussi, hein, mais j'ai entassé des tonnes et des tonnes de choses en me disant peut-être que ce film je pourrais le regarder plus tard, peut-être que ce livre je pourrais le lire plus tard, donc je le garde dans mon ordinateur. Donc ouais, quand on y pense, les disques durs externes, ils ont de plus en plus de capacité de mémoire et ça aussi c'est pas pour rien dans un sens. Ah oui, puis je pense qu'après le désencombrement des objets, il va falloir s'attaquer au désencombrement numérique, hein, parce que ça devient un nouveau problème environnemental, en fait. Parce que ces serveurs-là, c'est une nouvelle forme de pollution. Hein, ça produit énormément de chaleur, ça demande beaucoup d'énergie juste pour refroidir ces serveurs-là. Donc, oui, il va falloir commencer à se poser la question quand on entasse des photos sur nos téléphones ou puis d'apprendre à se questionner encore, est-ce que ça va vraiment m'être utile? Est-ce que je vais revenir là-dessus plus tard? Parce que autant les objets que les fichiers numériques, hein, ce qui est latent, ce qui n'est pas utilisé,
même si on n'y pense pas tous les jours, c'est présent, c'est là. C'est des projets non terminés qui peuvent avoir un impact sur quand même notre système nerveux parce que lui, il a en mémoire qu'il y a cette chose à lire, qu'il y aurait cette chose à regarder, cette chose à faire. Hein, donc, de faire le ménage éventuellement dans le disque dur externe va nous rendre service aussi, va nous libérer. Ouais, tout à fait. Tu parles aussi de projet et c'est intéressant de voir cette partie-là aussi des choses où quand on commence un projet et qu'on l'a encore dans la tête et qu'on se dit j'y viendrai plus tard, bah on est forcément un petit peu anxieux de se dire j'ai pas fait ça et ouais, totalement, j'y pensais pas du tout à ça. Mais... Ah oui, puis ça, je le vois tellement chez mes clients, le nombre, tu sais, on s'attache des fois aussi à, bon, je peux prendre par exemple, j'ai envie de faire de la peinture. Donc, j'ai tout le matériel pour faire de la peinture, je l'ai entassé dans un placard. Et là, ben, on a un attachement à ce que ça projette aussi de faire la peinture. Hein. J'ai le goût d'être artiste, mais peut-être que ce que j'avais le goût il y a 10 ans d'être artiste, est-ce que j'ai le temps dans ma vie en ce moment? Est-ce que ça me correspond encore? Peut-être que finalement, c'est plus la peinture que j'ai envie de combler mon besoin de créativité. Peut-être que ça va être par complètement autre chose. Peut-être que où je suis rendue dans ma vie aujourd'hui, ça peut être par la danse, par exemple. Donc, vraiment, ces projets-là qui sont latents ont un poids énorme sur nous. Tout à fait. Mais moi, je trouve ça assez, comment dire, j'ai pas de mot qui me vient, mais c'est quand même dommage qu'on soit forcément tout le temps accablé dans le marketing. Je parle qui est autour de nous. Nous, on est en partie, on travaille en partie en ligne, donc on le voit de plus en plus. C'est aussi donner son adresse mail pour avoir plus de choses, mais il y a pas que le marketing en ligne, c'est aussi dans le physique. Hein, mais je trouve ça dommage d'avoir tout le temps cette course à la gratuité et à avoir plus pour toujours attirer son attention. Ouais, c'est... Ah oui, je me reconnais aussi. Je me sens aussi un peu victime de notre course, hein, particulièrement depuis que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a tellement d'outils que je veux connaître. Mais avec le temps, justement, j'ai senti là, assez rapidement que là, je sentais l'anxiété, l'encombrement. Hein, et là, d'accepter que je peux pas tout connaître, que je peux pas tout appliquer, que mon cerveau puis mon temps ils ont une certaine limite hein, que je peux respecter. Puis que ces outils-là, ben, je peux toujours aller les chercher quand je serai prête, quand j'en aurai vraiment besoin. Il y aura une façon d'aller les rechercher. Puis c'est d'apprendre à refuser, finalement. Ça, c'est un des grands principes du zéro déchet, hein, d'apprendre à refuser. Tu parlais de gratuité, autant numérique que physique. Hein. Tu vas dans un événement et il t'offre un crayon, il t'offre un pamphlet publicitaire. Avec les années, moi, j'ai appris à refuser ça. J'ai appris à choisir qu'est-ce qui entre dans ma vie un peu plus. Mais pour ça, il faut s'arrêter, il faut prendre conscience si on en a besoin ou pas réellement. Il faut se détacher aussi euh, de cette envie de tout faire et tout connaître et tout posséder. Oui, tout à fait. Et du coup, le premier pas vers une vie plus saine et plus simple, c'est d'accepter quotidiennement de se séparer d'un ou deux objets, si je comprends bien. Ça pourrait être une bonne piste de solution, effectivement, surtout quand on n'a jamais fait l'exercice de passer au travers de notre maison puis de se questionner à savoir hein, si cette chose mérite sa place dans notre vie. Mais je pense que le plus important, c'est d'être conscient de ce qui nous entoure, de choisir ce qui nous entoure. Hein, puis c'est d'apprendre, comme on parlait plus tôt, de faire la différence entre les besoins et les désirs. Puis tout ça, c'est juste dans le but de se respecter puis de vraiment se connecter à qui on est vraiment puis être dans notre essentiel de finalement vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Donc, est-ce que c'est de se séparer d'un ou deux objets par jour? Ça peut être une solution, effectivement. Je pense que c'est tout simplement d'être en conscience de soi le plus possible, puis en conscience de ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent, des émotions qui nous habitent. C'est vraiment un appel au moment présent, hein, un appel à la conscience de soi, finalement. Ouais, tu l'as dit juste avant, tu parlais de se laisser qu'est-ce qui va entrer dans mon être, qu'est-ce qui va entrer dans mon temps. Et c'est aussi une façon de se respecter et d'apprendre
à vivre avec soi et à accorder de l'importance à telle ou telle chose. Et du coup, l'importance aussi, c'est le temps. Donc, où est-ce que je veux mettre mon temps? On n'a que 24 heures dans une journée et c'est important d'apprendre à choisir, d'apprendre à dire non, comme tu le dis. Exactement. Quand on accepte quelque chose, on refuse quelque chose d'autre, hein. Mmh. Donc, c'est vraiment... Puis c'est pas quelque chose qui est valorisé, je pense, dans notre société actuelle, de refuser. Hein. Donc, c'est finalement d'apprendre à mettre ses limites, C'est ça. d'apprendre à mettre ses limites qui vont créer un safe space, hein, un happy place, puis de ne pas laisser n'importe quoi entrer dans nos vies sans qu'on ait été dans le consentement, finalement. C'est tellement important tout ce que tu dis. Ouais. Et il me semble que tu as un cadeau de fin d'épisode qui est en lien avec tout ça. Oui, en fait, je vous offre une liste de questions, hein, pour s'aider à se libérer finalement d'un ou de plusieurs objets. Donc, c'est ce que je vous propose. Super, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par cette ressource créée par Élise, vous pouvez aller sur les notes de l'épisode à bengananda.com/27. Merci beaucoup, Élise, pour ta générosité, ta simplicité, pour tout ce que tu es. C'était vraiment un beau moment et pour toutes les belles paroles que tu nous as partagées. J'espère qu'on aura l'occasion de repartager un moment ensemble comme ça dans le cadre d'un autre épisode. Ça m'a fait plaisir. Puis, je pense que ce n'est qu'un début de collaboration. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun au niveau de l'Ayurveda, puis de la profondeur, de la connexion à soi. Alors, ce sera un plaisir. C'était un plaisir aujourd'hui, ce sera un plaisir de partager à nouveau. Tout à fait, un plaisir partagé. Et si les auditeurs veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur ton site? Principalement, présentement, c'est par Facebook et Instagram. Principalement Facebook, une chose à la fois, Élise Vigneault. Éventuellement, j'ai un site internet, unechosealafoi.com qui sera disponible pour un peu plus d'informations, mais j'y vais une chose à la fois. Alors, je suis en préparation. Super. Pour retrouver tout ça, vous pourrez aller sur les notes de l'épisode. Donc, encore une fois, c'est à bengananda.com/26. Merci encore, Élise. Merci, simplement. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir. Puis, voilà, c'est un beau moment. Puis, on en a parlé par mail, mais j'apprécie la connexion qui ressort de tout ça. Ouais. C'est un beau cadeau de la vie. Exactement. Ouais, tout à fait. On peut remercier ça aussi. Génial. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Ben. À bientôt. Salut. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a encouragé à faire plus de place dans ton espace, dans ton cœur et dans ta vie. Il s'agit là de vérités fondamentales. Et toutes les choses qu'on t'a partagées avec Élise sont des choses qui peuvent t'accompagner très très longtemps et que tout le monde a besoin d'entendre. C'est des choses qui, je trouve, en tout cas pour moi, parlent à mon cœur et qui ont besoin de faire leur chemin petit à petit. C'est pas en 2 jours qu'on peut changer. Faire évoluer une habitude qu'on a mis des années à installer dans notre quotidien pourra pas partir en seulement 2 jours. Faut apprendre là aussi à écouter ses besoins et à se respecter. Et surtout à être doux avec soi-même. Si tu souhaites nous contacter pour nous poser tes questions ou simplement pour discuter ou nous donner tes impressions suite à cet épisode, tu peux contacter Élise ou moi sur Instagram. Tu pourras récupérer la liste de questions dont Élise t'a parlé en fin d'épisode en allant à bengananda.com/26. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution.
et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.